C'est bon. Bonjour et bienvenue au webinaire de présentation du service mission accompagnement santé de la CEPAM du 13 en collaboration avec la CPTS Vital Santé 10. Cette présentation a lieu dans le cadre de la mission 1 accès aux soins et faciliter l'accès aux soins sur le territoire du 10e. Ce temps de présentation va durer à peu près une demi-heure, plus un temps de questions. Donc, les participants au webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à mesure du webinaire. Pour ceux qui voient le webinaire en replay, vous pourrez poser vos questions à copilsvds10@gmail.com et nous y répondrons dans un second temps. Nous remercions la CEPAM de présenter ce webinaire pour nous. Nous espérons qu'il sera utile pour tous les pros de santé qui ont besoin d'en savoir plus sur comment régler les démarches administratives de leurs patients qui n'ont pas accès aux droits. Et nous vous souhaitons un bon webinaire. Et je laisse la parole à Monsieur Mickaël qui va nous présenter cette mission. À vous, Alors, Monsieur Mickaël. c'est à moi. Je prends la parole. Donc, bonjour. Moi, Marc Miquel, je suis agent gestionnaire précarité santé au service mission accompagnement santé de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Pour commencer, ce service existe dans toutes les caisses de France. Il y a un service mission accompagnement santé dans toutes les caisses d'assurance maladie de France. Et sachez que si un de vos assurés n'est pas rattaché chez nous ou déménage en cours de parcours, on peut l'orienter vers une autre caisse. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter nos missions, je vais vous présenter comment nous orienter des assurés pour qu'on puisse les aider et je vais essayer d'illustrer ça avec un maximum d'exemples pour que ça soit parlant pour tout le monde. Alors, nous, notre service, il a été créé en 2016. Ça a été d'abord un service expérimental. Je vous explique un petit peu la création, parce que je la trouve assez importante. Ça a été d'abord une idée qui est partie de la Caisse du Gard, qui a été expérimentale sur la Caisse du Gard et sur notre caisse. On a commencé d'abord en 2016 avec uniquement les assurés du 3e arrondissement. On s'est agrandi quelques années après sur les arrondissements des 14, 15, 16. Et depuis 2018, nous nous occupons de tous les assurés rattachés donc à l'assurance maladie, au régime général des Bouches-du-Rhône. Nous sommes situés donc sur Marseille-La-Rose. Nous ne sommes pas des agents itinérants. Nous recevons soit nos bureaux, on s'appuie sur les agences à travers le département. On s'appuie également sur les travailleurs sociaux qui souvent accompagnent les personnes que nous aussi on accompagne pour faire ce qu'on appelle des accompagnements globaux. Et on est un service, alors excusez-moi, le PowerPoint n'est pas à jour. Il y a eu 3 recrutements de CDI qui a été fait au mois de novembre. Nous sommes maintenant une équipe de 22 agents. Nous sommes tous sur le site de la Rose. On alterne, forcément, on a des périodes de télétravail. Notre emploi peut être télétravaillable, donc on en profite. Donc, quand je vous ai dit, on est une vingtaine d'agents et on a des portefeuilles d'environ 50 à 70 accompagnements en cours. Qu'est-ce que c'est un accompagnement en cours? C'est des accompagnements où on n'a pas encore mis tous les leviers, tous les feux au vert et on n'a pas tiré tous les leviers pour que la personne puisse aller se soigner sans problématique administrative, sans problématique financière. Nous, au tout début, les assurés étaient juste orientés par nos agents en interne, donc des agents d'accueil ou des agents de ce qu'on appelle le CESAM, le Centre d'examen de santé de l'assurance maladie. Et forcément, on a agrandi les personnes, on a agrandi le cercle de détecteurs pour qu'on puisse maximiser le nombre d'assurés, parce que quand c'était que nos agents internes qui nous orientaient des assurés, ben on aidait, on touchait des gens qui avaient déjà des contacts avec l'assurance maladie, qui avaient l'habitude de se déplacer, d'appeler le 3646. On a multiplié au maximum les formations comme je fais aujourd'hui avec pas mal, et on a signé des partenariats avec pas mal de structures, les CCAS, le Pôle emploi, les missions locales,
On intervient également sur des permanences des Restos du Cœur, sur des associatifs. On intervient également, on forme des professionnels de santé comme vous, mais également d'autres centres médicaux pour essayer de toucher un maximum de personnes. Parce que on ne se le cache pas, l'assurance maladie, c'est une grosse machine. Comme beaucoup de choses, quand tout va bien, ben, ça va bien, mais dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, des fois, ça peut être une grosse problématique pour l'enlever, sachant que les agences, il y en a moins dans le département. Le 3646, des fois, peut être injoignable. Donc, pour une petite problématique qui peut être vite réglée, ça peut être très difficile pour l'assurer. Donc là, ça va être notre rôle et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc, vous, pourquoi travailler ensemble? Donc, vous, généralement, vous êtes des professionnels de santé et ben, des fois, vous allez vous apercevoir que l'assuré, pour des problématiques qu'on va dire soit administratives, soit de complexité d'orientation dans le parcours de soins, va des fois ben, ne pas aller jusqu'au bout de ses soins, ne va pas aller se soigner, va laisser tomber ses soins parce que pour lui, c'est une montagne très difficile à franchir. Donc, il va arrêter ça. Donc, j'en suis sûr que tous les docteurs qui nous écouteront ont tous eu un patient qui n'avait pas de carte vitale, un patient où le médecin traitant était parti à la retraite, il n'en avait plus, un patient qui était sans mutuelle, donc forcément, s'il y avait des examens comme des analyses sanguines ou des examens radiologiques, ben, qu'il ne faisait pas, un patient qui avait peur ou qui avait peur d'être submergé par la complexité du parcours de soins, qui allait voir comment prendre rendez-vous, comment choisir son spécialiste, un secteur 1, secteur 2, conventionné, non conventionné, qu'est-ce que ça veut dire? Et un patient qui vous met devant le fait accompli, alors on est souvent sur les soins dentaires, les soins optiques ou les soins auditifs, qui refuse de se soigner parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas financer le devis. Donc, pour vous, les objectifs sont multiples. Ben, ça va être soigner un patient sans frein financier ou administratif, une carte vitale à jour, un médecin traitant déclaré, une mutuelle ou une complémentaire santé solidaire qui a été raccrochée. Pour votre patient également, ça va être surtout accéder à ses soins et faire valoir ses droits. Et pour nous, ben, comme je vous l'ai dit précédemment, ça va être toucher, accompagner, aider des assurés qui n'auraient jamais sollicité la CPM par peur de la complexité des démarches pour arriver jusqu'à nous. Alors, on va passer, pardon, je suis allé un petit peu trop vite, les contextes en jeu, les critères d'orientation, l'accompagnement de la masse, là, ça va être le pratico-pratique, je vais vous expliquer un petit peu tous les leviers qu'on peut tirer pour aider les assurés. Et ensuite, le pratico-pratique, il est là, pardon, c'est l'orientation vers la masse, c'est comment nous orienter des assurés. Alors, pour répondre aux questions, 50 à 70 accompagnements, c'est par agent, sachant qu'un accompagnement, des fois, peut nous prendre quelques minutes, comme des fois, ben, ça peut être beaucoup plus problématique et qui peut nous prendre beaucoup plus de temps. Des fois, lever le frein, mettre le feu au vert, comme je dis, ça peut être deux, trois mails, c'est échangé, alors que des fois, ça peut être bien plus complexe. Et effectivement, c'était par agent. Alors, contexte à enjeu, donc je vous l'ai dit, donc on a été créé en 2016. Pourquoi ça a été créé? Ben, parce qu'ils se sont aperçus que malgré que les assurés, vos patients donc, avaient peut-être à l'époque une CMU, maintenant une complémentaire santé solidaire, malgré le fait qu'ils aient peut-être une mutuelle, ben, il y en avait beaucoup qui refusaient ou qui renonçaient à des soins médicaux. Mais le nerf de la guerre, c'était souvent le financier, c'était les trois quarts de nos problématiques. Ils se sont aperçus également que beaucoup de personnes ne faisaient pas valoir leurs droits, ce qu'on appelle la C2S, donc la complémentaire santé solidaire, qui est le nouveau nom de la CMU, qui a été simplifié, qui a été relativement bien simplifié et qui est assez facile à utiliser, à expliquer. Alors ça, c'est mon point de vue, hein, c'est mon travail quotidien.
mais elle a été pas mal simplifiée depuis 2019 et j'y reviens après dans quelques instants. Et pour près d'un tiers de personnes avaient la complémentaire, ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire participative, parce qu'il y en a de deux types, une totalement prise en charge et une payante, et ils ne faisaient pas forcément les démarches pour adhérer, pour être prélevés, pour adhérer à cette complémentaire santé solidaire. Donc nous, il y a trois réformes qui sont assez importantes pour nous, qui ont simplifié l'accès au droit à l'assurance maladie. La première, c'est en 2016, il a été créé ce qu'on appelle la protection universelle maladie, qu'on appelle la PUMA. C'était depuis 2016 pour être rattaché donc à l'assurance maladie. Ce n'est plus sous critère d'avoir travaillé, d'avoir cotisé comme avant, mais c'est sous des critères de stabilité, de régularité sur le territoire français. Donc c'est beaucoup plus simple déjà pour s'ouvrir des droits à l'assurance maladie. Quand on s'ouvre des droits à l'assurance maladie, donc on n'a pas de suite une carte vitale parce qu'il y a des vérifications qui sont à faire derrière, mais on peut aller se soigner et déjà de bénéficier des remboursements, ce qu'on appelle la part légale, c'est-à-dire la part remboursée ou la part obligatoire, la part remboursée par l'assurance maladie, entre 40, 60, 70% de la consultation ou des soins. Donc déjà, ça permet de financer ces soins. En 2019, il y a eu la complémentaire santé solidaire qui a simplifié et remplacé la CMU. Donc, dans la tête de beaucoup de personnes. On dit toujours la CMU, le terme CMU est toujours ancré chez beaucoup de monde, mais moi j'ai l'obligation de dire complémentaire santé solidaire et ça a été extrêmement simplifié. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a deux types de complémentaire santé solidaire, c'est en fonction des revenus du foyer qui la demande. Il y en a une totalement prise en charge par l'assurance maladie et il y en a une qui est payante. Le maximum de les cotisations, quand elle est payante, c'est en fonction de tranche d'âge des assurés, mais ça va de 8 euros pour une personne de moins de 30 ans à 30 euros par mois pour une personne de plus de 70 ans. Ce qui permet 30 euros par mois, ça permet la complémentaire santé solidaire, je vous le rappelle, c'est la prise en charge complète de tous les soins, de la majorité des soins médicaux, tant que le professionnel de santé respecte ce qu'on appelle le panier de soins. L'assuré n'a pas d'avance de frais, c'est totalement pris en charge par l'assurance maladie. Donc, vous, docteur, vous prenez la carte vitale, s'il en a une, forcément, vous télétransmettez les soins, c'est l'assurance maladie qui rembourse la totalité des soins. Et surtout, l'assuré, les docteurs ne peuvent pas demander de dépassement d'honoraires, ne peuvent pas demander d'avance des frais. Donc forcément, les personnes qui ont la complémentaire santé solidaire, c'est les personnes qui sont dans des situations de précarité et notamment une précarité financière. Donc il n'y aura pas déjà cette problématique d'avancer les soins médicaux pour aller se soigner. Et donc, à cela s'est rajouté sous le gouvernement Macron également en 2019-2021 ce qu'on appelle le 100% santé. Ça a facilité également l'accès aux soins pour beaucoup de gens, la lecture des devis pour beaucoup de gens. Le 100% santé concerne les soins qui coûtaient historiquement cher, à savoir les soins dentaires, les soins optiques et les soins auditifs. Le 100% santé va permettre à toutes les personnes qui ont un organisme de mutuelle, donc soit complémentaire santé solidaire, soit mutuelle salariale ou mutuelle privée, de pouvoir accéder aux soins que je viens de vous dire sans avoir de reste à charge. Ça ne va pas les dispenser pour certains, ceux qui ont des mutuelles privées, de l'avance des frais, mais ils pourront se soigner donc les dents, les oreilles et les yeux sans avoir de reste à charge. Il faut forcément que l'assuré accepte les soins au 100% santé. Donc ça a pas révolutionné, mais ça a simplifié, je trouve, l'accès aux soins. Donc pour certains, je reviens juste aux deux dates qui sont en bas à droite, ça c'est historique. On a changé de nom en 2020. Avant, on avait un nom un petit peu barbare. On s'appelait la FIDAS, plateforme d'intervention d'accès aux soins et à la santé. Maintenant, notre nom a été unifié dans toute la France.
Dans toute la France, il y a des missions accompagnement santé, des masses. Alors, on est une des plus grosses hein, en termes de volume d'accompagnement et en termes de volume d'agents d'accueil, d'agents, pardon, qui s'en occupent. Mais il y a des services mission accompagnement santé dans toutes les caisses de France. Et nous, c'est important parce que pas mal d'assurés ben, bougent en cours d'accompagnement et un dossier qu'on aura commencé chez nous, si l'assuré part vers le Vaucluse, le Var, on pourra le donner à nos collègues pour qu'ils continuent et finissent le travail et que ça ait assuré. Les critères d'orientation. Pourquoi on va intervenir? Donc, on en a deux principaux, on ne va pas se le cacher, c'est l'accès aux droits et l'accès aux soins. Souvent, les deux peuvent être séparés, mais souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Et on va commencer d'abord, nous, par aider l'assuré à accéder à ses droits avant d'accéder à ses soins, parce que s'il n'a pas de droit à l'assurance maladie, il ne pourra pas se soigner. Donc, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un ben, qui n'aura pas renouvelé sa complémentaire santé solidaire en temps et en heure. Ça sera quelqu'un qui viendra peut-être donc d'un autre département, comme je l'ai dit, ou d'un autre régime pardon, de la MGEN, par exemple, de la MSA, et qui peut faire valoir ses droits à l'assurance maladie. Donc, on va les aider à ça. On va aider également à ce qu'on appelle, ce que je vous ai parlé il y a quelques minutes, à faire les dossiers donc PUMA, c'est-à-dire les premières affiliations à l'assurance maladie, en vérifiant que ben, l'assuré est dans les clous en termes de stabilité et de régularité sur le territoire français. S'il n'est pas régulier sur le territoire français, on va pas, nous, on ne pourra pas l'aider dans notre service. Il faudra qu'il se tourne et qu'il demande ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État. Nous n'accompagnons pas les personnes bénéficiant de l'AME parce qu'on n'accompagne que des personnes qui sont régulières sur le territoire. Mais quelqu'un voilà, qui n'est pas régulier peut quand même profiter de soins médicaux en demandant ses droits à l'aide médicale d'État. Donc, en premier lieu, nous, quand on nous oriente des gens, on va, et c'est souvent le cas, à vérifier ses droits, s'il est en règle, pardon, s'il est dans les clous, si son dossier est dans les clous au niveau de ses droits, s'il peut demander une complémentaire santé solidaire, s'il a droit à une mutuelle privée, s'il a droit à des aides financières. Le noyau, ce qui nous permet d'accéder les leviers, ben, c'est 9 fois sur 10 les ressources du foyer. Donc, on va mettre à plat ses droits et ensuite, on va l'orienter vers des soins médicaux. Et là, ça peut être assez varié. Ça peut être quelqu'un, un assuré, qui ne va pas trouver de médecin traitant parce qu'il est parti à la retraite. Donc, on va essayer de s'appuyer. Mais suivant les zones du département, des fois, on a de grosses problématiques pour trouver des médecins traitants. Quand on nous demande un médecin traitant qui fait du domicile, là, c'est encore plus dur parce que c'est la perle rare et impossible à trouver. On va aider à lire des devis, à comprendre des devis, à financer des devis. Donc, les deux principaux critères d'entrée, nous, ça va être l'accès aux droits, l'accès aux soins. On va également aider par rapport au numérique, la fragilité face au numérique pour des personnes qui auraient besoin d'aide pour l'utilisation du compte Amélie. Parce que il faut le dire, le compte Amélie, il est relativement bien fait, facile d'accès. Il permet de faire énormément de démarches sans avoir à appeler le 3646, sans avoir à utiliser la voie postale, sans avoir à se déplacer en agence et ça facilite beaucoup de choses. Donc, on propose des ateliers pour utiliser le compte Amélie. Et on va aussi faire des orientations parce que nous sommes des agents administratifs, nous n'avons pas de formation sociale, on vient d'horizons pardon, divers et variés. Donc, on n'a pas les compétences pour l'accompagnement social, les problématiques de dette, les choses comme ça, mais on va orienter. Hier, par exemple, nous étions au CCAS pour signer un partenariat. On travaille avec les assistantes sociales qui interviennent au sein des agences. Donc, on va essayer également, parce que quand une personne nous met des problématiques sociales, on l'écoute et on va essayer de l'orienter pour qu'il puisse être aidé dans ces problématiques-là. Alors,
Vous, quel est votre rôle? Comment ça va se passer? La personne va c'est vous en questionnant votre patient qui allez vous en apercevoir, soit c'est le patient qui va vous le mettre sur la table, qu'il a des problématiques pour trouver un professionnel de santé, pour financer ses soins, que ça fait plusieurs fois qu'il demande la complémentaire santé solidaire, qu'il y avait toujours droit et que là, il n'y a plus droit et qu'il ne comprend pas et que l'assurance maladie ne leur répond jamais, qu'il a envoyé 25 fois son dossier à la Sécu qu'on ne lui a jamais répondu. Donc là, ben, vous allez identifier la difficulté de la personne. Vous allez lui parler de notre service, vous allez lui proposer d'être accompagné, mais par contre, il faut absolument que son accord soit verbal, soit écrit par une signature pour qu'il puisse être accompagné. Pourquoi? Parce que nous, on va diffuser des fois dans certaines situations des informations comme le nom, le prénom, le numéro de sécu, l'adresse de la personne vers des partenaires, des organismes, des mutuelles, d'autres docteurs. Donc la loi CNIL nous oblige, vous oblige, vous détecteurs, à avertir l'assuré qui va être accompagné et surtout qu'il soit d'accord. Et ensuite, ben, ça va être transmettre le formulaire. Je vais y revenir dessus, mais nous, on va rappeler votre orientation dans les 72 heures après l'avoir reçu. Maximum, on a même 72 heures pour le rappeler. Donc, vous verrez souvent, et vos patients, nos assurés, sont assez étonnés qu'on soit assez réactif, que la Sécu soit réactive, mais c'est le but du jeu, si je peux me permettre, pour qu'on puisse créer un climat de confiance avec la personne et qu'il soit aussi actif dans ces démarches-là. Oui, il y a le consentement d'un formulaire de saisine où d'une part, il faut mettre une signature dessus, ou si après, avec les professionnels de santé, on sait très bien que lors d'une consultation, ils n'ont pas forcément le temps de faire signer un document, il faudra bien qu'ils le disent et qu'ils nous l'écrivent dans le mail d'orientation que l'assuré est d'accord pour être contacté. Alors, nous, l'accompagnement de la masse, ce que je vous ai dit, vous allez identifier l'assuré qui a des problèmes pour se soigner, pour financer ses soins, pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance maladie, des problématiques également pour utiliser le compte Amélie. Vous allez le repérer, vous allez nous faire donc ce qu'on appelle, nous, c'est un nom barbare, ça s'appelle une saisine. C'est tout simplement une orientation, soit par le formulaire, soit par mail, ce qu'on a voulu simplifier pour vous, professionnels de santé. Ce mail-là, excusez-moi, je prends une petite pause. Ce mail-là, il est récupéré tous les jours. Il arrive dans notre boîte aux lettres générique de notre service. Tous les mails sont récupérés tous les jours par notre encadrement. En gros, on reçoit entre une trentaine, une cinquantaine d'orientations par jour. Je vais partir sur le lundi, ça sera plus simple. Vous repérez votre patient le lundi, en fin de journée ou en fin de consultation, vous nous faites l'orientation. C'est récupéré le lundi après-midi par notre cadre qui va nous le mettre dans notre valise d'accompagnement à contacter. Chaque jour, en fonction de nos tâches annexes, on a entre 2, 3, 4 ou 5 orientations à traiter. Donc, nous, je vous ai dit que nous avons 72 heures pour contacter l'assuré. Donc, forcément, quand elle arrive le lundi, si le mardi, on en a 4, on va essayer de les traiter le 4 parce que le mercredi, on peut en avoir 8 à traiter. Et ça peut nous prendre, des fois, ça peut nous prendre quelques minutes ou des fois une grosse heure et demie pour analyser la situation avant d'appeler l'assuré. On va analyser la situation. Nous, on a accès à pas mal d'informations. En premier lieu, ben, on va vérifier si l'assuré a une carte vitale, son dossier, on va dire le verso de la carte vitale. On va vérifier son adresse qui ne soit pas une PAI, qu'il ait une mutuelle, qu'il ait des demandes. On va vérifier s'il a eu des contacts auprès de l'assurance maladie.
On va vérifier ce qu'on appelle sa consommation de soins, c'est-à-dire tous les soins qui ont été télétransmis pour cet assuré sur les 6 ou 12 derniers mois en fonction des situations. On va vérifier les différents échanges qu'il a eus avec l'assurance maladie. On va vérifier les dossiers qu'il a envoyés auprès de l'assurance maladie pour voir s'ils ont été traités et s'ils ont été correctement traités, même si l'erreur est de plus en plus rare parce que tout est automatisé sur la recherche d'informations. Et on va vérifier aussi quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, mais qui n'est pas de dette pour fraude auprès de l'assurance maladie. C'est très, très rare. Moi, en 6 ans, je n'ai eu qu'un seul assuré qui a eu une dette pour fraude. C'est quoi une fraude? C'est on paye des indemnités journalières, mais la personne travaille à côté, par exemple. Ça, c'est une fraude. On appelle l'assuré, on lui explique qu'on ne pourra pas l'accompagner, on lui explique ce qu'il faut faire, mais on n'ira pas plus loin. Donc, on va vérifier ce qu'on appelle la pertinence, si ça rentre tout simplement dans nos champs de compétences. Ensuite, on va appeler l'assuré. On va l'appeler et on va voir, on va déjà faire un point. Donc, je vous ai dit établir le contrat de confiance parce que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va l'appeler sur son portable. Donc, nous, on l'appelle avec nos portables également ou des téléphones internes à l'ordinateur. Et on va l'appeler et on va vérifier que les informations que le détecteur nous a mises sont correctes. On va lui dire ce que nous on a vu et comment on pourrait peut-être dépatouiller certaines situations. Et on va voir, on va vérifier ces problématiques. Et de là, on va ce qu'on appelle concevoir le plan d'accompagnement. Je vous en parlerai dans une slide prochaine pour vous montrer tous les leviers qu'on peut activer. On va mettre le plan d'accompagnement en cours. C'est des actions, comme je vous l'ai dit, qui des fois peuvent nous prendre, c'est juste l'échange téléphonique, mais des fois, il y a des démarches beaucoup plus longues. Et ensuite, on va lui proposer toutes les offres de services. Et nous, l'orientation, je vais développer beaucoup plus après. L'orientation est finie quand tous les feux sont au vert, quand tous les leviers sont tirés pour que l'assuré puisse aller se soigner. Ça, c'est quand notre accompagnement est fini. Et ensuite, quelques semaines, quelques mois après, voire quelques années pour certains, j'ai un accompagnement qui a duré 2 ans et demi tout de même parce qu'il y avait d'énormes soins dentaires. Nous, notre travail est quantifié, notre travail est réalisé quand le professionnel de santé a télétransmis les soins qui étaient dits en renoncement et que nous, assurance maladie, on a remboursé ces soins-là. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, il me manque une slide, donc je vais revenir là-dessus. Pardon. Donc, je vous disais, vous nous orientez. Nous, on a différents leviers à activer. Le premier levier qu'on va activer, c'est l'accès aux droits. On va vérifier, alors on a accès aux retraites, on a accès au salaire, on a accès à la CAF, on a accès aux allocations pour l'emploi. Donc déjà, souvent, avant de l'appeler, on va vérifier si on arrive à trouver tous les membres du foyer, on va vérifier les ressources du foyer pour voir s'ils sont éligibles à ce que je vous disais tout à l'heure, la complémentaire santé solidaire, ou s'ils sont éligibles à des aides du service sanitaire et social qui aident à financer les soins, qui aident à financer les mutuelles. S'il n'est pas éligible à la complémentaire santé solidaire, on va taper à la porte de mutuelles. Généralement, on essaye de trouver des mutuelles qui ont des agences pour que l'assuré puisse se déplacer. On va faire le rôle du lynx Internet, on va dire. On va essayer de trouver des contrats de mutuelles pour que l'assuré, s'il le peut, financièrement, puisse se mutualiser. Ça, après, vous l'avez tous vu également, il y a les personnes qui ont des ALD, il y a des personnes qui ont des 100% ou des régimes exonérants. Et généralement, ces personnes ne prennent pas de mutuelle parce que leur majorité de soins médicaux sont pris en charge au titre de leur exonération. Mais nous, notre travail, c'est de leur parler également du risque hospitalisation et généralement, ils sont remboursés sur la base de remboursement Sécu sur leurs soins médicaux et la base de remboursement Sécu de soins optiques ou de soins dentaires est très basse. Juste à titre d'exemple, mes lunettes, c'est 9 centimes de remboursement Sécu. Donc, une personne qui a une exonération sera remboursée que 9 centimes sur des frais optiques. Donc, on va également leur parler de tout ça, de l'importance peut-être
de se mutualiser, d'avoir une protection en cas de coup dur. On ne va pas les obliger, on a juste un rôle de conseil. On ne va pas leur faire signer les contrats, on va leur faciliter les démarches, aller taper à la porte de mutuelle, leur présenter les contrats et ensuite c'est à l'assuré d'aller faire la démarche auprès de la mutuelle pour adhérer. On va également, s'il nous parle de problématiques pour trouver d'orientation dans le parcours de soins, on va l'aider à trouver des professionnels de santé. On s'appuie sur Maya, on s'appuie sur Doctolib des fois pour trouver des professionnels de santé. Nous, assurance maladie, nous n'avons pas le droit de privilégier tel ou tel docteur. Mais on va, nous, l'objectif, c'est de trouver un professionnel de santé rapidement disponible à proximité de son domicile et généralement de secteur 1 et conventionné pour éviter qu'il y ait des déplacements d'honoraires pour l'aider à trouver un professionnel de santé. Si, quand il aura trouvé son professionnel de santé, peut-être un dentiste, on va lui faire la consultation, on va lui demander un devis, puis après, on va l'aider à comprendre ce devis. On va vérifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, que le devis a bien respecté le 100% santé. Si c'est juste une histoire de couronne, de bridge ou de prothèse dentaire, un assuré mutualisé peut avoir ses couronnes, ses bridges et ses prothèses dentaires à 100% remboursés du moment qu'il respecte le 100% santé. On va également lui proposer, si on voit qu'il a un compte Amélie, qu'il n'a pas été ouvert depuis X mois ou X années, ou qu'il a un compte Amélie et on va lui demander s'il sait l'utiliser, si il a encore ses codes et s'il a besoin, par exemple, d'une formation. On fait une formation numérique tous les mois et demi en fonction du nombre d'inscrits, où là, on va aider à créer le compte Amélie, on va expliquer et je vous donne juste un exemple. Demander une carte vitale par le compte Amélie, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes et il n'y a pas de frais de timbre, il n'y a pas de frais de photo au photomaton, il n'y a pas de frais de photocopie de la carte d'identité. Une photo avec le smartphone, une photo pour la carte d'identité, ça part si tout est en bonne et due forme au centre de traitement de carte vitale et il faut 3 semaines pour avoir la carte vitale si tout a été bien fait. Si on le fait à l'ancienne avec le formulaire papier, il y a entre l'envoi du formulaire et l'envoi de la carte vitale, il y a en gros 2, 3 mois de délai. Donc nous, oui, on essaye de promouvoir au maximum le compte Amélie. J'insiste vraiment là-dessus. La Sécu a fait un truc de bien avec le compte Amélie, donc autant en profiter. Il simplifie énormément de démarches. Donc on va leur proposer de les aider au compte Amélie. On va également leur proposer tout ce qui est action de prévention. Donc nous, nous sommes situés sur la Rose à Marseille et dans le même bâtiment que nous, il y a ce qu'on appelle le Césame, le Centre d'examen de santé de l'assurance maladie. Il y en a 2 dans les Bouches-du-Rhône, sur Marseille et sur Aix-en-Provence, pardon. C'est un endroit où les assurés peuvent faire un bilan complet de leur santé sans avance de frais et c'est un parcours qui dure entre 2 heures, 2 heures et demie en fonction du monde accueilli le jour J, où l'assuré va faire des analyses de sang, des analyses d'urine, analyses d'urine, qui peuvent faire une consultation avec un dentiste, un gynéco, un test auditif. Ils finissent par un médecin généraliste. Nous ne sommes pas docteurs dans notre service. Quand un assuré nous dit ça fait X mois et on le voit quand on vérifie la consommation de soins, quand on voit qu'un assuré, nous, on peut remonter jusqu'à 2 ans et on a des assurés qui, pendant 2 ans, n'ont même pas acheté une boîte de Doliprane. Il n'y a même pas eu une boîte de Doliprane qui a été télétransmise. J'ai aucune télétransmission pour lui. Donc là, j'ai un gros signal, moi, qui s'allume. Ma mission, c'est de lui proposer un bilan de santé pour qu'il aille d'abord faire le bilan de santé. Moi, je le reçois après le bilan de santé pour si j'ai des documents ou de l'administratif à faire avec lui. Il reçoit ses résultats 15 jours après. S'il y a des orientations à faire, au moins là, un docteur m'aura dit, cet assuré, il faut qu'il voit un dentiste, cette dame, il faut qu'elle voit un gynéco, un ORL, je ne vais pas tous les faire, mais ça nous aide, nous, beaucoup pour remettre l'assuré dans ces démarches d'accès aux soins et qui fasse attention à sa santé.
Concernant les ateliers numériques, ça va être sous la forme d'une saisine. Ça sera une saisine, tout simplement, une orientation à nous faire. Alors, souvent, il n'y a pas que l'atelier numérique. Généralement, il y aura souvent peut-être d'autres problématiques derrière, comme l'accès au droit ou l'accès aux soins. Mais ça sera la saisine. Donc, nous, là, les dates sont calées un mois. Des fois, ben, pas de chance, vous nous faites l'orientation le lundi, le précédent atelier était en fin de semaine dernière, donc il faudra attendre un mois et demi pour qu'on en refasse un autre. Donc nous, on va en fait, notre travail, c'est vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'aider, de faciliter les démarches des assurés qui nous ont été orientés et pour enlever ce fichu caillou qui est dans la chaussure, qui aide, et je le sais, hein, j'ai été confronté à ça, moi, avant de travailler à la Sécu, à l'assurance maladie. Et je savais que si j'avais des démarches à faire auprès de l'assurance maladie, ça pouvait être compliqué, ça pouvait me prendre du temps. Et nous, on est là pour les aider là-dedans, c'est-à-dire faciliter les démarches, mais on ne peut pas faire à la place d'eux. Si la personne que vous nous orientez n'est pas volontaire pour faire ces démarches, on ne va pas sonner à sa porte pour qu'il aille honorer ses rendez-vous dentaires. On ne va pas sonner à sa porte pour qu'il nous envoie son dossier de complémentaire santé solidaire. Par contre, sachez qu'on a des obligations et qu'on ne lâche pas le morceau. Quand vous nous orientez quelqu'un, on va l'appeler une première fois. S'il ne nous répond pas, forcément, on va laisser un message téléphonique où on va dire notre nom, notre prénom, notre fonction, la raison de notre appel. Donc, vous avez été orienté par le docteur X qui nous a dit que vous aviez besoin d'aide et on va l'inviter à nous rappeler. Chaque agent, donc je vous le disais, a un portable professionnel. Donc, quand nous, on va appeler, ce n'est pas le 3646, ce n'est pas un numéro privé qui va s'afficher, c'est notre numéro de téléphone. Chaque agent va s'occuper de ses accompagnements de A à Z, sauf absence, arrêt maladie ou départ du service, forcément. Chaque assuré aura notre nom, prénom, notre numéro de téléphone et ensuite, en fonction de son autonomie et en fonction de son lieu d'habitation aussi, soit on peut le recevoir sur la Rose, s'il habite sur Marseille ou à proximité, soit on va s'appuyer sur notre réseau d'agences s'il y a des documents, on va s'appuyer sur les travailleurs sociaux. En gros, notre travail, c'est d'être le plus rapide possible pour lever tous ces freins-là et pour pas qu'on mette 3 mois à lever des freins, parce que si on met 3 mois des fois à lever des freins, ben, l'assuré, il est perdu. Donc, je reprends mon exemple où vous nous l'avez orienté le lundi. On va l'appeler le mardi matin. S'il ne répond pas, on lui laisse un message. On lui envoie un courrier postal également. On lui dit coucou, vous avez été orienté vers nous, vous ne nous avez pas répondu. Voici mon nom, mon numéro de téléphone. Je vous invite à me rappeler. On va le rappeler une deuxième fois la semaine d'après. Rebelote s'il y a un message, on va relaisser un message. On va le rappeler une semaine après encore. Donc, si l'assuré vous dit on m'a jamais rappelé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, soit une erreur sur le numéro de téléphone, mais on peut le vérifier s'il a un compte Amélie qui a noté son numéro de téléphone, soit c'est l'assuré qui ne veut pas nous répondre. Mais quelqu'un on va l'appeler 3 fois et lui envoyer un premier courrier et ensuite un deuxième courrier qui dit j'ai essayé de vous joindre, vous ne m'avez jamais répondu, je vous laisse encore un mois pour revenir vers moi. Donc, on leur laisse la chance, mais après, forcément, on ne va pas sonner à leur porte. Mais c'est de là, des fois, qu'on s'aperçoit que d'autres problèmes, c'est que l'assuré est en NPAI chez nous. On n'habite plus à l'adresse indiquée parce que tout simplement, il n'a pas changé l'adresse auprès de l'assurance maladie. Il y a beaucoup de petites démarches comme ça que les assurés pensent que c'est automatique, mais non, s'ils ne nous avertissent pas, qu'ils changent de numéro de téléphone, qu'ils changent d'adresse, qu'ils changent de RIB, nous, assurance maladie, on ne peut pas le deviner. J'ai eu une assurée qui m'a dit ça fait 20 ans que je n'ai plus ce RIB. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait plus son RIB et surtout, les remboursements, ils revenaient. Ils revenaient et elle ne répondait pas au courrier. Donc, forcément, elle n'avait aucun remboursement, cette brave dame. Il y a plein de petites situations où, en fait, l'assurance maladie, on l'a depuis qu'on est.
Ça marche quand on est jeune, on est sous nos parents, c'est nos parents qui s'en occupent. Quand on devient autonome, quand on devient un jeune adulte, ben on pense que ça marche bien. Et en fait, tant que ça marche bien, on ne se questionne pas. Mais on voit beaucoup de situations où c'est juste des problématiques d'adresse qui n'ont pas été mises à jour. C'est le jeune qui part de chez ses parents. Vu qu'on travaille avec les missions locales, on a pas mal de jeunes de 16 à 25 ans et qui ne changent pas leur adresse. Il dit à quoi ça sert? C'est mes parents qui reçoivent le courrier. Et non, ça force le nombre de personnes au foyer parce que si tu demandes la complémentaire santé solidaire, mon gars, tu n'es pas un jeune adulte seul, mais qui est rattaché au foyer de tes parents. Donc, on essaye aussi d'expliquer tout cela, notamment auprès des jeunes. Moi, j'essaye de leur inculquer ça, que c'est quand même important. L'assurance maladie, ça a été créé à un moment donné, c'est là pour aider les Français. Ben, autant ne pas mettre de bâton, de pas s'automettre de bâton dans les roues, de pas s'automettre de bâton dans les roues, et ben, parce que les autres dossiers, à la CAF, vu qu'ils donnent des allocations, le dossier CAF, il est souvent nickel. Mais le dossier assurance maladie, on le laisse souvent tomber, c'est important. Les mutuelles étudiantes, oui, on peut orienter. Ensuite, là, pareil, on a un partenariat avec le Crous, par exemple. On travaille avec les assistantes sociales du Crous. Mais en parlant d'étudiants, on travaille aussi avec les médecins de l'éducation nationale, ou qui ont été formés également. Donc oui, vers les mutuelles étudiantes, généralement les étudiants qu'on accompagne, c'est souvent des étudiants qui font valoir leur droit à la complémentaire santé solidaire et qui souvent bénéficient de la complémentaire santé solidaire. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mutuelles, c'est vite vu depuis qu'il y a le 100% santé. Depuis qu'il y a le 100% santé, en fait, avoir une mutuelle de niveau moyen ou élevé, ça va apporter quoi? Du confort et de l'esthétisme. Donc, nous, on va orienter souvent, quand on va aider à choisir une mutuelle, ben, c'est quoi qui va rentrer en jeu? C'est le montant de la cotisation annuelle et c'est là où l'assuré va pouvoir choisir. Pardon. Donc, tout ça, donc vous nous l'avez orienté lundi. Des fois, on pourra même accompagner, clôturer un accompagnement dès le premier appel, parce que des fois, on a on aura mis à plat le dossier de l'assuré dès le premier appel, mais des fois, ça va nous prendre beaucoup plus de temps en fonction des problématiques qui nous sont données. Des fois, on nous oriente des personnes pour juste un renoncement aux soins, mais des fois, le renoncement aux soins est bien plus important et bien plus long. Et ça va nous prendre énormément plus de temps ben, s'il y a des soins dentaires, s'il y a des soins optiques, de faire toutes les démarches, d'obtenir des rendez-vous, puisqu'on n'a pas forcément de passe-droit également pour les délais de rendez-vous. Hein. Quand quelqu'un est en renoncement d'un soin dermato, ben, malheureusement, c'est comme tout le monde, pour obtenir un rendez-vous dermato, c'est énormément de mois d'attente. Ben, forcément, là, on ne peut pas jouer là-dessus. L'orientation. Donc, l'orientation, je vous le donnerai, je vous l'écrirai du mail après. On a fait au plus simple pour les CPTS. On sait que c'est des professionnels de santé qui n'ont pas forcément le temps de remplir. Nous, l'orientation, qu'est-ce qu'il nous faudra? Le nom, le prénom, la date de naissance à minima. Si vous avez le numéro de sécu, c'est encore mieux. Mais nom, prénom, date de naissance à minima. Il nous faudra un numéro de téléphone également pour recontacter cet assuré. Donc, si c'est un assuré qui est autonome avec la langue française, qui n'a pas de problématique pour soit contacter lui-même, ben, ça sera son numéro de téléphone. S'il y a une problématique, ben, quand on nous oriente des personnes qui sont malentendants, par téléphone, ça peut être difficile. Des personnes qui ont des problématiques linguistiques, on aura souvent le numéro de téléphone, soit d'un enfant, soit d'un ami, le numéro de téléphone d'un tiers de confiance qu'on pourra recontacter et pour qu'il puisse faire le relais auprès de cet assuré. Puis après, je vais compléter toute information utile et bonne à prendre. Si vous nous expliquez quelle est la problématique que l'assuré doit avoir des rendez-vous avec un dentiste ou qu'il a un devis dentaire qu'il ne peut pas financer. Tout cela va être bon à prendre et nous, ça nous permettra ben, d'orienter au mieux et de mieux comprendre la situation en amont de l'appel, dans ce qu'on appelle la préparation de l'appel qui peut nous prendre un petit peu de temps.
Le formulaire, donc l'orientation par mail, là, comme je vous l'ai dit, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, téléphone, problématique, complémentaire, commentaire, pardon. S'il a également une adresse mail et qu'il est autonome, autant nous la mettre. Ça simplifie énormément de choses, les mails. Donc, tout, je vous l'ai dit, hein, nom, prénom, date de naissance, j'insiste, numéro de sécu et après toute information qui vous semble utile. L'adresse du mail, il est en haut, mais je vous écrirai, quand je vous enverrai le support, je vous écrirai de cette adresse mail-là. Ou sinon, ben voilà le formulaire de saisine, hein, le fameux, excusez-moi. Le fameux, alors c'est un support qui est commun à toute la France, qui n'est pas trop développé parce que je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de nous mettre des informations médicales par écrit. Si votre patient il a un 100% pour du diabète, il a un 100%. Nous sommes des agents administratifs, nous n'avons pas accès à ces informations-là. 9 fois sur 10, quand le patient a un 100%, il nous dit pour quelle pathologie il a le 100%, mais ça ne doit pas être écrit. Après, nous sommes souples. Si un docteur veut nous appeler, veut échanger avec nous avant qu'on appelle son patient, il n'y a pas de problème, on va échanger avec lui par téléphone pour mieux comprendre la situation. En gros, nous, au plus on nous donne de billes, au plus on nous donne d'infos en amont, au plus notre accompagnement sera pertinent et au plus le fameux climat de confiance qui est à mettre dès le premier appel sera mis et c'est un accompagnement qui va se dérouler sous les meilleurs auspices. Le climat de confiance, il est hyper important. On est tous embêtés sur le démarchage téléphonique. Donc, 9 fois sur 10, ben, les assurés, quand on leur dit, quand on leur se présente, oui, bonjour, monsieur un tel, je travaille à l'assurance maladie. S'il n'a pas été bien briefé avant par le détecteur qu'il y a quelqu'un de la Sécu qui va l'appeler, ben, il aura des réticences. On va aborder des problématiques administratives personnelles, des problématiques financières, des problématiques médicales. Donc oui, le climat de confiance est pratiquement le plus important à faire lorsqu'on a le premier appel. Ce formulaire de saisine, je ne vais pas le détailler et il n'y a rien de particulier. C'est des croix à mettre par rapport aux accompagnements qu'il y aura à faire, si c'est au droit, aux soins, au numérique, les coordonnées de l'assuré, les coordonnées du détecteur, les soins qui seraient dits en renoncement sur la durée. Ça, c'est pour plus des statistiques chez nous et comprendre depuis combien de temps il ne s'est pas soigné. Parce que il nous arrive souvent, c'est l'assuré est allé faire un devis chez le dentiste il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on lui a proposé des soins qui étaient chers et depuis 8 ans, il ne s'est pas soigné. Depuis 8 ans, il ne s'est pas soigné parce qu'il y est allé une fois, on lui a dit que c'était cher. Mais la loi, elle a changé en 8 ans, donc c'est à nous aussi de lui expliquer. Pour quelles raisons il ne les fait pas, si c'est des problèmes de droit, de reste à charge, autres. Et ensuite, il y a un petit encart pour la signature de l'assuré, le fameux consentement. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu également quand l'assuré signe un document, il se sent un petit peu impliqué, un peu plus impliqué du fait de sa signature. Et ce document-là sera à nous orienter donc par mail à l'adresse que je vous donnerai pour pouvoir nous ensuite nous être donné dans nos portefeuilles qu'on accompagne. Le traitement de la saisine, donc je vous l'ai dit, on a 3 jours calendaires pour l'appeler, mais généralement on le fait le plus rapidement possible parce que sinon ça s'accumule et ça peut nous prendre du temps, hein. Une saisine peut nous prendre 10 minutes comme peut nous prendre 1 heure et demie. 1 heure et demie de temps derrière à tout faire, à saisir notre logiciel, à envoyer des mails, à taper à la porte de pôle interne, à taper à la porte de partenaires extérieurs. Donc c'est très très aléatoire. On ne sait pas. C'est impossible à quantifier et quand on ouvre notre portefeuille, on ne sait pas combien de temps on va y passer dessus. Les retours automatisés, donc en fait, quand on va vous enregistrer comme détecteur, on va enregistrer une adresse mail et là, il y aura un retour qui sera fait par mail quand vous allez envoyer la saisine, il y aura notre cadre qui vous a dit on prend bien en compte. Donc ça veut dire on l'a bien reçu, vous l'avez envoyé sur le bon mail. Et ensuite, quand on va la saisir dans notre logiciel de suivi, il y a des mails automatiques qui sont faits à l'enregistrement et qui sont faits également à la clôture. Et une clôture, ça peut être soit on n'arrive pas à le joindre, soit on l'a abandonné,
soit ça peut être non pertinent, donc là, c'est les côtés négatifs, soit c'est une clôture positive, on a fait valoir les droits, il s'est soigné, il a fait ses actes de prévention. Le périmètre, je vous l'ai dit, donc nous, on peut accompagner que les personnes qui sont stables et au régime général et qui sont réguliers sur le territoire français. Pour faire valoir ses droits au régime général, il faut être stable et régulier sur le territoire français depuis plus de 3 mois. S'ils sont S'ils sont stables sur le territoire, mais qui sont en situation irrégulière, on peut être en situation irrégulière depuis de nombreuses années, ben là, ils devront faire valoir leurs droits à l'aide médicale d'État, l'AME, et on ne peut pas prendre des assurés, je vous l'ai dit, qui ont des fraudes à l'assurance maladie, mais c'est très, très, très aléatoire. Et ça vous en tenez pas compte, mais c'est juste que vous le sachiez. Et ensuite, on est obligé de le dire parce qu'on travaille beaucoup avec beaucoup de travailleurs sociaux qui ont un numéro de professionnel, donc qui ont un numéro d'un agent de l'assurance maladie professionnel qui répond, qui ont nos mails. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. On ne peut pas nous solliciter pour toutes les questions et on est obligé de le dire parce que ben, on a joué le jeu pendant la période du confinement du Covid où nos agences étaient fermées, où le 36-46 était archi débordé. Donc, on a beaucoup joué le jeu avec énormément de travailleurs sociaux. On ne peut pas nous poser toutes les questions. Des fois, ben, on joue, on est sympathique, mais des fois, ben, on ferme les vannes, on dit non, ça ne fait pas partie de notre périmètre. Il faut aller poser ces questions au 36-46 ou dans un accueil, pardon. Et quand un dossier est refusé, ben non, on n'a pas de passe-droit. On va le vérifier pourquoi il est refusé. Non, on n'a pas de passe-droit. Un dépassement d'un plafond de ressources de 10 euros annuels est un dépassement de plafond de ressources de 10 euros annuels. Et malheureusement, on ne pourra rien faire d'autre. J'ai fini ma présentation. Si je n'ai pas été clair sur certains points, ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez besoin, des fois, avant vos premières saisines, d'avoir des précisions, des questions, il y aura ma signature dans le corps du mail avec mon portable pro. On joue le jeu parce que nous, on fait un taf à l'assurance maladie qui nous plaît. On fait un taf qui est utile. Pas tous les travaux, les emplois à l'assurance maladie nous donnent cette autonomie, nous donnent cette liberté. Donc, on tient notre travail, on fait un travail qui est utile, on fait un travail qui est valorisant, qui aide les assurés. Donc, ben, on y tient ce taf. Et donc, au plus on multiplie les détecteurs, au plus on multiplie les orientations qu'on nous fait, au plus notre service va perdurer. Donc, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à nous contacter. Alors, je pourrais peut-être pas vous répondre du tac au tac, mais il y a un répondeur et je rappelle les messages qu'on me laisse 5 minutes après ou plusieurs jours en fonction de mon planning. Mais voilà, le but du jeu, c'est moi, quand je présente ça aux travailleurs sociaux, je leur dis qu'on est un outil à mettre dans leur boîte à outils. Et comme n'importe quel outil, quand on prend l'habitude de s'en servir, on le fait à sa main, on s'en sert régulièrement pour tous les petits travaux utiles. Quand un outil, on ne l'utilise pas, ben, on l'oublie, il descend tout au fond de la caisse à outils, on n'y pense même plus, on se dit, ah ouais, ça existe, mais je ne sais plus comment ça marche. Et on l'oublie et on est un outil ben, qu'il faut mettre en haut de la caisse à outils, qu'on ressort au moment venu. Et j'espère que des fois, il peut mettre de l'huile ou il peut mettre graisser les rouages pour que ça tourne un petit peu plus facilement pour vous, professionnels de santé, pour les assurer, pour qu'ils puissent aller se soigner et pour nous également, pour, comme je vous ai dit, faire perdurer notre service. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mickel. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement pour le webinaire. Et si vous avez des questions, Martine, Marie,